Bonjour tout le monde. Alors voici un chauffe-eau, celui que j'ai démonté qui fuyait, qui fait là, on voyait où l'eau a coulé. Et je voulais vous faire une petite vidéo anatomie d'un chauffe-eau. J'adore démonter ces trucs, comprendre comment ça fonctionne. Et si ça vous intéresse, on va faire ça ensemble. Alors je suis pas un expert, bien entendu. Donc j'aurai peut-être pas toutes les données techniques et les informations techniques et très précises à vous donner, mais on va quand même dégrossir tout ça et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Bon, déjà, il est sur le mur, il est dans cette position, donc ça c'est le bas, ça c'est un chauffe-eau de 150 litres, Cumulus. Et ici, donc on a l'arrivée d'eau froide et la sortie d'eau chaude. On a un capot comme ça qui est fermé par une vis. Quand on l'enlève, on a ceci. Alors, ça peut être beaucoup plus simple. Celui que j'avais monté, si vous avez vu la vidéo, il n'y avait pas cette partie. Ça, c'est un. Alors, il y a un thermostat électronique et des petits accumulateurs ici. Là, ce sont des petites piles. Là-dedans. Des fois, c'est des piles normales, genre AA. Et donc là, vous avez un voyant sur le cache. Enfin, le voyant est ici. Il va émettre une lumière et c'est une indication que cet accumulateur fonctionne. Alors, pourquoi un accumulateur? Pourquoi on aurait besoin de savoir s'il fonctionne? Et à quoi il sert? Donc, alors là, le circuit, je ne vais pas vous le détailler en détail parce que je ne connais pas les éléments. Je sais juste que là, on peut régler le thermostat avec cette petite pièce. Donc là, l'accumulateur. L'accumulateur, il sert à alimenter pendant les heures creuses ou s'il y avait une coupure de courant, l'anode en titane. Et il ne sera que sur une anode en titane. Si vous avez un chauffe-eau avec anode magnésium, comme vous voyez ce terme, il n'y aura pas ça. Et l'anode, elle permet de protéger l'intérieur du chauffe-eau, l'intérieur de la cuve. Alors dans le principe, on a une cuve qui, dans la plupart des cas, est en acier émaillé pour éviter la corrosion. Et elle peut être aussi en inox sur des chauffe-eau plus haut de gamme ou des chauffe-eau professionnels. Elle peut être aussi en polymère, en plastique, voilà, ça peut être de différentes matières, mais le moins cher c'est souvent l'acier émaillé. Et donc l'émail protège de la corrosion, mais elle a le défaut de se fissurer, de faire des micro-fissures. Et donc à ce moment-là, de la rouille peut apparaître à l'intérieur. Donc c'est là que va intervenir l'anode qui est alimentée là. Il me semble qu'elle est alimentée par là. Ouais. Et on va voir ça en l'ouvrant, voir à quoi elle ressemble. Et j'essaierai de vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc là, je vais défaire les fils. Ça, c'est la résistance. Pareil, je vais l'ouvrir et comme ça, je pourrai vous expliquer mieux les différents types de résistance qu'il y a et quels sont leurs avantages et inconvénients. Déjà, je vais enlever la partie circuit électronique. Donc, qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas forcément selon la gamme du chauffe-eau. Il y en a avec une molette carrément qui permet de régler le thermostat directement. Je vais libérer les différents câbles, ça qui alimente la résistance. Voilà. C'est une vis torque. Je débranche ça. Ah tiens, ça je sais pas exactement ce que c'est. Intéressant, on va voir ça plus tard. Moi je vais les débrancher de ce côté. Voilà. Donc l'accumulateur, ah voilà, ça c'est sorti. Et je sais pas exactement ce que c'est. Donc, clairement il y a des fils qui rentrent, des résistances. On va voir. Et maintenant je vais démonter la résistance. Comme ça, on va voir à quoi elle ressemble.
Alors ça, c'est une résistance stéatite. Alors c'est assez fragile. Alors l'avantage de la résistance stéatite, c'est déjà qu'elle est, comme vous pouvez voir, dans un fourreau. Et elle n'est pas directement dans l'eau. Alors il y a des résistances qu'on appelle blindées, qui sont tout simplement une résistance dans comment on pourrait dire, un tube en inox qui est directement dans l'eau, comme dans une bouilloire électrique. Donc l'avantage, c'est que ça chauffe rapidement, c'est pas cher. L'inconvénient, c'est que ça s'entartre si l'eau est calcaire, exactement comme dans une bouilloire. Le tartre se dépose là-dessus quand ça chauffe, et plus ça va, plus ça s'accumule, et moins l'efficacité de la résistance est bonne, quoi. Il faut que la chaleur traverse toute une couche de calcaire avant de chauffer l'eau. Donc ça, c'est déconseillé pour des eaux calcaires. Donc là, celle-ci, elle est dans un fourreau, ce qui permet, si elle avait un problème, de la changer sans vidanger le chauffe-eau. Une résistance blindée qui serait directement dedans, il faudrait vidanger, on l'enlèverait parce qu'elle est directement dans l'eau. Voilà, alors la stéatite, c'est de la roche, c'est une pierre en fait. Une pierre qui a une très bonne conductivité thermique et une très bonne accumulation thermique aussi. C'est-à-dire qu'elle garde bien la chaleur et elle la transmet rapidement. C'est-à-dire vous voyez là au milieu, on a les résistances en métal qui chauffent la pierre, et la pierre elle emmagasine cette chaleur et ensuite elle la restitue à ce qu'elle doit chauffer, quoi. Donc l'avantage, c'est que les résistances, si c'était que les résistances, dès qu'elles sont plus alimentées, ça cesse de chauffer, alors que là, la chaleur s'est accumulée dans la stéatite et ça permet de continuer à redistribuer un peu plus longtemps la chaleur. Et ça la conduit de manière plus homogène, plus uniforme. Voilà, ça optimise la résistance. Donc là, on a les fils qui alimentent différentes résistances. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'était là-dedans. C'est un peu rouillé. Je sais pas trop pourquoi, parce que normalement il n'est pas censé y avoir de l'eau, mais c'est peut-être juste un peu d'humidité. Donc pour résumer, déjà ça c'est ce qui nous chauffe l'eau. Ça c'est ce qui gère la température. Ah ben ça, je crois que c'est tout simplement peut-être une sonde de température, hein, je suis con. Elle doit rentrer dans un fourreau aussi et capter la température de l'eau pour la communiquer au thermostat et ensuite régler la température. Donc maintenant on va pouvoir enlever ça et on devra avoir accès à l'intérieur de la cuve. Donc je vais juste défaire ces écrous et on va voir comment ça se passe là-dedans. Alors il vous faut une douille de 13 pour ça. On s'en fout complètement. On n'est pas en mécanique. Alors est-ce que ça va s'ouvrir facilement? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est fixe? Ah, c'est bon, ça vient comme ça. C'est la première fois que je fais ça, hein. Alors. Ah, ok. Oula, qu'est-ce qu'on a? Ouah, non de Dieu, ça. Oh putain, trop bien. Trop bien. Ça a l'air d'être carnage dedans. Attendez, je vais dézoomer parce que il y aura peut-être des choses épiques à voir. Tac. Ah, ça a pas l'air beau là-dedans. Oh putain, délicieux. Du crumble. Il y avait du crumble aux pommes là-dedans. Quel goût ça. Non, je vais pas le goûter quand même. Bon, ben ça c'est du bon tartre, ça. Ça c'est du bon tartre comme on ne fait plus de nos jours. Très intéressant. Voilà, alors là, on a l'anode. Alors je sais pas si c'est une ACI. Alors je vais vous expliquer tout ça. Si c'est juste une anode, alors soit c'est juste titane, soit c'est une ACI, c'est-à-dire titane et magnésium. Les anodes, alors juste là il y avait ça, là on avait un joint. Oh putain, mais
C'est un truc de fou, la quantité de... Oh là là. My God. Faut voir ça de plus près quand même. Ouais, tout ce qu'il y a là-dedans. Mon Dieu. Attendez, après je vais vous remontrer, je vais éclairer dedans. Ah putain, mais c'est la plage. Ah, très intéressant. Donc, voilà la pièce. Donc là, le fil qui était là, c'était bien l'anode. Là, ce machin qui rentrait dedans, je pense que oui, c'est la sonde de température qui rentrait dans ce fourreau également, pas au contact de l'eau, et qui, par là-haut, nous donnait la température. Donc, voilà. Donc là, on a le fourreau qui est bien entartré. Ça veut dire que la chaleur devait traverser toute cette calcification, toute cette masse avant de pouvoir chauffer l'eau. Donc autant dire que l'efficacité était fortement réduite. C'est bien rouillé quand même, donc il y a dû avoir quand même un souci dans la cuve. C'est rouillé et je sais pas si on y verra plus clair dedans, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi il a fui le chauffe-eau déjà. Ça m'intéresse. Alors je vais vous parler un peu de cette anode. Donc l'anode, à quoi ça sert? Le plus souvent, ce qu'on retrouve, c'est les anodes magnésium ou anodes sacrificielles. Le rôle de l'anode, c'est avec un faible courant qui passe dedans, elle va libérer, donc une anode magnésium, elle va libérer son magnésium dans l'eau qui va se diriger vers les micro-fissures de la cuve et ainsi les boucher, éviter que ça rouille. Donc c'est pour ça qu'on appelle anode sacrificielle, pour ça un magnésium, parce que elle se sacrifie de son magnésium qui va se coller sur les parois et un jour elle finira par ne plus en avoir et elle n'assurera plus la protection. C'est pour ça que ça se remplace. Si on ne sait pas que ça se remplace et qu'on ne le fait pas, eh ben, la cuve finira par rouiller. Et si on le remplace en temps et en heure, bon, on assure la continuité de la protection. Ça c'est voilà, anode en magnésium, celle de base. Alors ensuite on a l'anode en titane. Alors celle-ci elle est inusable et elle fonctionne de la manière à... Attendez, j'ai pris quand même quelques notes. Elle capte les minéraux qu'il y a déjà dans l'eau. Donc si on a une eau forte en minéraux, ça va être efficace parce qu'elle va pouvoir les utiliser. Donc elle va utiliser le calcaire, le magnésium et d'autres minéraux qu'il y a dans l'eau pour les rediriger vers les fissures. Ce qui fait que ça protège. Et ça ne s'use jamais. L'anode en titane est inusable et elle fonctionne pour toujours. Mais elle a besoin d'un courant, un faible courant permanent pour assurer la protection de la cuve. C'est pour ça qu'on a ces petits accumulateurs qui permettent de l'alimenter, même quand le chauffe-eau n'est pas alimenté en heure creuse par exemple, ou lors d'une coupure de courant. Et normalement le petit voyant ici, la petite LED, nous affiche, là voilà, il y a un petit pictogramme qui montre si la lumière est éclairée, c'est qu'il y a la protection. Sinon, c'est-à-dire qu'il y a un souci. Alors, on a aussi des anodes ACI ou anodes hybrides, c'est-à-dire que c'est une anode en titane avec du magnésium. Donc, elle va d'abord envoyer le magnésium, elle va par électrolyse, je crois. Je ne suis pas un expert en chimie, mais par électrolyse, elle va envoyer le magnésium, les ions magnésium dans les fissures, et elle aura encore la possibilité d'utiliser les minéraux présents dans l'eau de la cuve pour faire ça. Donc ça dure plus longtemps, c'est plus cher, mais ça va durer, je crois, 2 fois plus longtemps. Donc c'est un investissement, mais si vous voulez être tranquille sur la durée, c'est optimal. C'est ça qui va assurer la meilleure protection de la cuve dans le temps. Voilà. Et aussi, l'avantage de l'anode hybride, c'est qu'elle va pouvoir être utilisée pour tous les types d'eau. Donc si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau, ou voilà, dans les régions où c'est très calcaire, ça va être le top, ça va vraiment assurer la protection. Voilà, le fourreau, l'anode, je ne sais pas si ça se remplace. Je sais pas. C'est un peu noir là quand je touche. Voilà, voilà. Je m'y
connais pas. Enfin, en tout cas, c'est assez impressionnant tout ce qui s'est accumulé là-dessus. Hein. Voilà, donc finalement, c'est assez simple. Hein. Le joint là, d'ailleurs, il est complètement mort. Ah oui, il est censé être d'une pièce. Il est complètement bouffé. On dirait qu'il est comme s'il avait été mal remonté, puisque il est distendu là. Je comprends pas trop. Voilà. Faut que je vous éclaire et que je vous montre là-dedans. Je pense que c'est assez intéressant. C'est bon, j'ai mis une lampe dans l'intérieur merveilleux de ce chauffe-eau, vous allez voir. C'est de me faire de la spéléologie. Regardez-moi tout ce qui s'est accumulé là en bas. Enfin là en bas, c'est parce que je l'ai retourné, mais c'était réparti sur les bords. C'est impressionnant. Impressionnant. Donc voilà, vous voyez ce tube qui monte jusque tout en haut. Ça, c'est la descente d'eau chaude. Donc bien sûr, comme en fait dans le chauffe-eau, il n'y a pas de séparation entre l'eau chaude et l'eau froide. Elle rentre froide ici. Elle se chauffe dans la partie basse du chauffe-eau, bien sûr, puisque l'eau froide reste en bas. Et au fur et à mesure qu'elle chauffe, ça monte. Et ça, quand on ouvre le robinet, ça sort l'eau la plus chaude qui était tout en haut. Voilà, donc effectivement, il faut qu'il soit rempli le chauffe-eau, sinon ça ne fonctionne pas. Enfin, on ne pourra pas sortir de l'eau. Ouais, et puis clairement, il y a de la rouille. Il y a une accumulation assez impressionnante. Oh non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'en sors des poignets. Alors, m'étonne pas qu'il était si lourd. Voilà, alors là, pourquoi ça fuit ici? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Sinon, autre chose dans l'anatomie du chauffe-eau, on a bien sûr de la mousse isolante. Donc normalement, on a une épaisseur de mousse entre la cuve et l'extérieur du chauffe-eau. C'est pour ça qu'il n'est pas chaud quand on le touche, quoi. Sauf s'il était mal conçu, qu'il y avait trop fine couche d'isolant. Bon, ce joint est mort, effectivement, ça, il n'y a pas de doute. Mais j'aimerais quand même comprendre pourquoi ça fuit là sur le côté. Donc je vais essayer d'y voir plus clair. Je vais voir si je peux enlever ce cache là en dessous. À mon avis, il va falloir lui taper sur la gueule pour le séparer du bas. Mais voilà, je vais voir. Et puis, moi je suis curieux de voir ce qu'il y a en dessous. Après, on verra si on prend la disqueuse ou pas. Alors, le tournevis rentre comme ça. Ça s'écarte pas trop, c'est plus ou moins serti, même peut-être plus que moins. On voit qu'il y a de la mousse expansive. Là j'ai retiré ce petit truc en plastique et on voit qu'il y a de la mousse effectivement. Là il y avait un petit cache et je pense que c'est par là qu'ils remplissent, qu'ils mettent la canule pour injecter la mousse. Donc ça doit être assez bien collé là, cette partie basse avec le reste. Je vais quand même essayer de la séparer si j'y arrive pour y voir plus clair. Ah, il commence à pleuvoir. Bon, je vais devoir arrêter mes expérimentations. Pour le moment. Mais bon, avec ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu, je sens que ça va tomber dur. Faut pas que je traîne, que je range mes outils. Bon, on a effectivement de la mousse polyuréthane là-dedans. Je n'arrive plus à m'arrêter, j'ai envie de tout finir. J'ai envie de tout finir. Bon, vous avez compris, hein, je vais faire le tour et décortiquer ça. Voilà, j'ai terminé de le décortiquer sur le pourtour de la base et ça commence à venir. Voilà. Voilà. Bon,
Bon, bah, couvercle inférieur avec sa mousse. Et donc on a ici la cuve. Ah, désolé pour le bruit. C'était pour voir l'épaisseur d'isolant. Bien sûr, je vais ramasser tout ça, hein. Pas que ça s'envole dans la nature. Je vais ramasser de suite parce que ça a vraiment envie de se barrer. Oh, on dirait qu'on a... Si je mets mon axe là, je suis sur la cuve. Comme ça, il y a environ 2 cm et demi. Ouais, je sais pas, à peu près 2 cm d'isolant sur les bords. Et en dessous, il y en a un peu plus, mais voilà. Donc là, on voit bien la cuve, les entrées et sorties. Et ouais, c'est comme une grosse bonbonne, hein. Et donc ma fuite, elle venait sur le côté. Pourquoi venait-elle d'ici? Peut-être que ça fuyait plus haut et que ça coulait le long de ça. À moins que c'était au niveau du joint qui était clairement décalé. Mais pourquoi dans ce cas ça venait directement ici, que ça fuyait sur le bord? Pourquoi ça ne fuyait pas en dessous? Donc je pense pas que c'était ça. Là il y a des traces de dégâts des eaux qui remontent plus. Donc ça venait peut-être... Ah non, là carrément encore plus. Ouais, ça venait de là. Mais probablement plus loin dans la cuve. Bon les amis, avec le temps que j'ai eu, enfin j'ai pas eu le temps, et quand j'avais eu le temps il faisait mauvais, il a plu ou il neigeait ou il y avait trop de vent, ou... voilà, ça le faisait pas pour continuer à décortiquer tout ça. Donc j'en suis resté là. J'ai pas trouvé exactement la source de la fuite. À l'occasion je discret ça et peut-être je vous ferai un retour soit sur en commentaire sur le Facebook quand je partagerai la vidéo. Sinon en commentaire aussi sous la vidéo sur YouTube. Mais voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur comment fonctionne un chauffe-eau, à quoi ça ressemble dedans. Et puis surtout faites attention, pensez à les vidanger quand même de temps en temps, parce que vous avez vu comme ça accumule. C'est pas terrible, donc pour la longévité, ça peut tenir assez longtemps, je pense, si on en prend soin. Sinon, faites rien, et puis quand il pètera comme moi, vous le changerez. Mais bon, ça peut être délicat. Ah oui, aussi un autre conseil, pensez à couper l'eau quand vous partez quelques jours, parce que au moins l'alimentation du chauffe-eau, ça évitera que... Ah ben on voit une qui revient. Elle est revenue, sa vadrouille. Ben oui, toujours quand je fais une vidéo, hein. Ouais, ça vous évitera peut-être une grosse galère s'il fuit comme c'était mon cas. Là, je sais pas, si on n'avait pas été là, ça aurait continué de fuir et ça aurait été assez désastreux. Donc voilà, depuis maintenant, je fais gaffe et je coupe l'eau quand je pars quelques jours, c'est plus sûr. Bon, bah, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris 2-3 trucs. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et si je peux vous aider avec quelque chose, je le ferai. Allez, à la prochaine, c'est en faisant qu'on fait. Ciao, ciao.